vieil inspecteur, proche de la retraite, donc un peu plus tranquille que les autres, avait commencé son rapport d'inspection par cette phrase. Monsieur Collot pratique la pédagogie de l'improvisation. Il avait tout compris. Je ne sais pas trop si c'était pour approuver, parce qu'il y avait ensuite beaucoup de mais. Mais j'avais pris cela pour un compliment. Disons qu'il avait été surpris et perplexe. L'improvisation est souvent prise pour du dilettantisme. Improviser est très mal vu dans l'éducation nationale, où les pièces maîtresses pour noter les enseignants sont encore souvent l'emploi du temps avec la répartition des matières dans la journée, programmes et progressions affichés, et le cahier journal où était couché ce qui allait être fait dans la journée. Montrez-moi vos préparations. Et le cahier journal de l'inspecté était épluché, gare à la note de l'inspecté s'il était sommaire ou absent. Effectivement, lorsque j'arrivais en classe le matin, je ne savais jamais ce qui allait se passer dans la journée. Suivant ce qui s'était passé les jours précédents, j'avais quand même une petite idée de ce qu'il aurait peut-être fallu qu'il s'y déroule dans la journée. En somme, je ne préparais rien, mais je me préparais. Et ce n'était pratiquement jamais ce que j'avais plus ou moins vaguement prévu. Eh oui, la vie est imprévisible, si on la laisse entrer dans les lieux d'où habituellement elle est exclue. À cet endroit du temps, est-ce le retour sans cesse du même temps, du même coup, du fameux premier temps? La question n'est pas bonne. Avez-vous répondu? La chose est mal posée. Avez-vous affirmé? On peut très bien attendre, tout court. Avez-vous ajouté, sous-entendu? On peut très bien attendre l'inattendu. Qu'est-ce qui est improvisation dans une école du troisième type? Les réactions, non pas des enfants, imprévisibles par nature, mais celles des enseignants face à l'infinité de situations dans lesquelles vont se trouver les enfants. Chaque enfant. Un chirurgien sur la table d'opération n'improvise rien, sait ce qu'il va devoir faire. Sauf lorsqu'au fur et à mesure de l'opération, il découvre que ce qu'il doit enlever ou recoudre n'est pas ce qu'il attendait, ou qu'une réaction du patient va faire échouer ce qu'il pense devoir faire. S'il n'a pas la capacité d'improviser, le patient est mort. Mais l'improvisation suppose alors deux choses pour celles et ceux à qui on demande d'enseigner. D'abord, un solide bagage professionnel, une solide connaissance des conditions des processus d'apprentissage. Cela s'acquiert par la formation, inexistante actuellement, l'auto-formation et la co-formation, ce que font les enseignants des pédagogies alternatives, l'expérience et la connaissance d'autres expériences. Toute improvisation pioche dans ce qui s'est accumulé dans la mémoire informelle. Ce qu'il nous semble devoir faire naît de ce que l'on sait sans savoir qu'on le sait. Tout le monde peut improviser en musique, mais il faut déjà être un bon musicien pour faire un bon bœuf. Les équipes des matchs d'improvisation s'entraînent régulièrement pour acquérir la confiance en soi, la confiance aux autres et surtout une empathie aiguë, la capacité de se laisser entraîner dans la création de comportements suivant les situations créées également par les comportements des autres. Dans la démarche des enseignants qui vont vers une école du troisième type, et qui a été aussi la mienne, il y a cette transition progressive qui amène peu à peu à l'abandon de la prévision et de la préparation de situations artificielles dans lesquelles on n'a pas à improviser.
Ensuite, l'agencement non improvisé de l'environnement et du cadre où devront vivre les enfants ou les adolescents. Suivant comme sera cet environnement, suivant ce qu'il sera possible d'y faire, suivant comme l'ensemble constituera un système ouvert. D'une part, les situations éducatives nées des enfants et adolescents seront infinies, plus besoin d'en préparer. D'autre part, les moments où l'enseignant devra improviser avec tout son bagage et toute son expérience seront aussi infinis. Nous sommes dans l'ingénierie éducative, qui est l'ingénierie des systèmes vivants. Un agriculteur biologique est un ingénieur des systèmes vivants, tout comme un éducateur. Mais l'improvisation demande d'avoir de l'intuition. Beaucoup de nos réactions face à une situation, beaucoup de nos actes découlent de l'intuition. On ressent intuitivement qu'il faut faire comme ceci ou comme cela. Intuitivement signifie en langage courant qu'on ne sait pas trop pourquoi on sent qu'il faut agir de telle ou telle façon. Ce n'est pas forcément, comme le dit Platon, la saisie immédiate de la vérité. C'est plutôt une mise en action immédiate et apparemment non réfléchie que permet l'intuition, si on la suit. Et ce sont les faits qui la valident ou non. Elle peut être liée à l'empirisme. On peut l'opposer à la déduction rationnelle. Dans celle-ci, l'action dépend d'abord de l'analyse préalable d'informations dûment et formellement mémorisées ou de principes qui la guident. J'agis intuitivement, ou j'agis rationnellement, ou j'agis au nom de principes. Et me parler de ces grands principes, puis agissait n'importe comment, en vertu des grands sentiments. Elle aimait surtout vivre en équipe, toujours en vertu. On aurait tort de penser que l'intuition est une faculté de l'esprit qui n'a pas besoin de s'appuyer sur des informations préalables pour déclencher l'action et que celle-ci pourrait être irrationnelle. On le sait, notre cerveau, dès la gestation, mémorise une infinité d'informations sous une forme ou une autre. Des traces s'impriment. Nos comportements dépendent de ces traces. On peut consciemment puiser dans un certain nombre des informations qui ont été formalisées ou structurées et mémorisées dans nos circuits neuronaux. Mais il y a l'infinité qui va constituer l'inconscient ou la psyché. Nous pouvons raisonnablement penser que ce sont celles-ci qui vont provoquer l'intuition. La faculté et la puissance du cerveau va être de les mobiliser à notre insu. L'intuition ne naît pas de rien. Si cette faculté diminue avec l'âge par exemple, ou par inhibition, ou par le carcan du surmoi, nous devenons certes plus posés, moins impulsifs, plus rationnellement conscients, par compensation, mais moins réactifs, moins créatifs. La capacité d'intuition, lorsqu'elle est liée à l'empathie, est la qualité première de tout se placer dans une position d'éducateur, professionnel ou parent, à condition que l'intuition ne soit pas, comme pour Descartes, la connaissance immédiate et certaine de la vérité d'une idée, mais l'émission instantanée d'une hypothèse, floue dans ses contours, qui enclenche l'action. L'intuition demande à être validée par les faits. Tout éducateur est confronté à essayer, dans de nombreux et incessants immédiats, une action vis-à-vis d'un enfant, du groupe d'enfants, de l'environnement. Ça marche, ça ne marche pas, l'intuition est confirmée ou infirmée. L'expérience de l'instant, le vécu, se rajoute au bagage des intuitions futures. Et il vaut mieux avoir des intuitions, sinon c'est l'impuissance. Qui n'a pas dit ou entendu dire « Je ne sais plus quoi faire avec lui » ou avec eux. Aucun des principes ne marche.
Je n'ai plus d'idée. Mais il faut aussi alimenter l'intuition. Je dis souvent qu'un tiers au moins du temps d'un éducateur doit être consacré à l'observation. Il est vrai que dans les pédagogies traditionnelles, il n'y a pas grand-chose à observer en dehors de la rangée d'oignons plus ou moins sages. Se concentrer sur l'observation. Mais peut-être ne savons-nous pas trop, ou plus, ce qu'est observer, c'est-à-dire se laisser imprégner par un flux d'informations. Paradoxalement, nous ne savons pas toujours ce qu'on observe, et il vaut même mieux pouvoir se laisser aller à observer sans a priori de ce qu'il faudrait observer. Nous accumulons alors une quantité d'informations, en particulier celles que nous n'aurions pas jugées importantes. Être en éveil plutôt qu'en surveillance. Avoir le regard vaste plutôt que resserré sur ce qui pose problème, généralement un enfant. C'est cette accumulation plus ou moins floue qui est la base des actions intuitives qui nous feront faire ce que nous n'avions pas forcément envisagé ou ce qui ne correspond pas forcément aux croyances qui nous guidaient. Après, peut-être, ce que notre intuition nous a fait faire pourra s'ériger en principe, en guide de l'action, à condition que ces principes n'entravent pas les nouvelles intuitions qui les prolongeront ou les remettront en cause. Après une première demi-journée de stage pédagogique quelconque, lorsque dans l'entame de l'après-midi, on pose la question inattendue qui désarçonne. Qu'avez-vous observé ce matin ? On obtient soit un silence pesant, soit un ensemble de réponses d'un hétéroclisme impressionnant si on a réussi à lever la barrière du « oser dire ». Si les animateurs se laissent aller eux aussi à l'imprévu, toute la matière du stage est dans le prolongement de ces observations qui ouvrent sur des pistes auxquelles personne n'avait pensé. Tout le monde cherche, mais peu puisent à côté de ce qu'ils veulent chercher. Il est bien connu que dans les congrès ou colloques, c'est dans les rencontres de couloirs ou au bar que l'on fait ses meilleures moissons. Finalement, les têtes d'affiche ne sont que des prétextes pour qu'il y ait des couloirs. La vie ça s'improvise. Il y a tant de choses que l'on envisage. La vie nous réserve des surprises, nous apprend à tourner les pages, à attendre son heure. J'ai constaté que les enseignants qui sont rentrés tardivement dans le métier étaient souvent ceux qui réussissaient le mieux et les plus inventifs, ou les plus réceptifs à d'autres idées. On peut supposer que dans leur vécu précédent, leur conscient comme leur inconscient avaient accumulé une masse d'informations dont leur intuition pédagogique se servait. L'intuition se nourrit de l'expérience, celle-ci s'accumulant aussi de façon informelle. Or, dans la majorité des cas, les enseignants ont surtout vécu à l'école et sont passés du statut d'élève à celui de professeur. Ils n'ont que l'expérience de l'école. Si l'intuition pédagogique doit se nourrir de l'observation et de l'expérience, c'est-à-dire du vécu, il ne suffit pas que ce soit uniquement celle du temps et du lieu de sa classe. Pendant longtemps, nous, les instituts du mouvement Freinet, nous retrouvions régulièrement un jeudi dans la classe d'un collègue qui faisait revenir les enfants volontaires. Ils revenaient presque tous. Et faisait la classe devant tout le monde. L'observation est décuplée quand on n'est pas directement impliqué. La fécondité passée du mouvement Freinet tient en partie à cela. D'ailleurs, cette possibilité devrait être une revendication forte en cette période où l'on parle de formation et de formation continue. Je prétends aussi qu'il serait indispensable que tout éducateur soit épanoui.
Konrad Lorenz l'avait déjà dit en ce qui concerne l'apprentissage qui ne peut s'inscrire profondément dans le stress. L'épanouissement permet l'ouverture de l'esprit, la disponibilité de ces neurones. Je n'ai plus en mémoire toutes les recherches neurocognitives qui le démontrent, mais elles sont nombreuses. C'est dans les activités hors scolaires, tout au moins celles qui ne sont pas stressées par les contraintes de la vie, que les enseignants doivent se ressourcer, c'est-à-dire alimenter la source de leurs intuitions. Lorsqu'un professeur passe consciencieusement et scrupuleusement des heures et des heures de ses soirées ou de ses nuits sur ses préparations, ses corrections, j'ai envie de lui dire « Laisse tomber, va te promener, bricoler, jardiner, cuisiner, chanter, occupe-toi d'autre chose, c'est beaucoup plus nécessaire pour que tes élèves profitent de toi demain. » C'est là que toi-même emmagasineras sans le savoir ce qui va nourrir tes intuitions pédagogiques. L'école de la vie pour les enfants. Mais la vie doit aussi nourrir les éducateurs. Mao Tse-tung envoyait régulièrement fonctionnaires et cadres travailler dans les rizières. Bien que n'étant pas du tout maoïste, je verrais bien un ministre de l'Éducation nationale obliger les enseignants à travailler périodiquement 1 mois dans les champs, les usines, les hôpitaux. Une formation permanente pour alimenter l'intuition pédagogique et même le savoir pédagogique. L'école du 3e type est née d'une succession d'intuitions corroborées par les faits. Et constamment, ces éducateurs doivent continuer à faire preuve d'intuition.